Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargnitude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Meki Bélanger et moi, l'une des premières fois que j'ai mentionné à mon entourage que j'adoptais une parentalité positive, bienveillante, j'ai entendu des commentaires comme « Ah oui, la nouvelle mode où on laisse tout faire à nos enfants ». On sait très bien que ce n'est pas le cas, mais ce sont des informations qui circulent, entre autres sur les réseaux sociaux. Alors, ça m'a amené à questionner mes invités cette semaine sur comment pouvons-nous faire pour faire rimer consigne, discipline, autorité et bienveillance. J'en discute avec Pénélope Allen, psychoéducatrice, Audrey Sénéchal, qui est physiothérapeute à la clinique Petit Pas. Et en segment coup de cœur, j'ai eu la chance d'échanger avec elle à quelques reprises lors de la saison 1, mais elle nous fait, grâce de sa présence dans la saison 2, probablement l'une des coachs familiales les plus populaires au Québec, Nancy Doyon, avec elle on va aborder l'autorité légitime, comment amener nos enfants à tolérer l'attente et finalement notre rôle de parent leader. Parce que vous le savez, le but c'est qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Je ne sais pas pour vous, les parents, on entend beaucoup parler d'éducation bienveillante, d'éducation positive. Et pour certains, on sait maintenant que c'est pas vrai, mais pour certains, ça vient avec « Ah, ben oui, lui, il écoute son enfant, puis il fait aucune discipline, puis il laisse faire tout ce qu'il veut. » On sait que c'est pas ça. Mais comment faire cohabiter quand même la discipline, les règles avec la bienveillance? C'est le défi que je vous propose ce soir. J'aimerais peut-être t'entendre d'abord, Pénélope. Comment, toi, tu décrirais ça, l'éducation bienveillante? Une définition un peu de ce que c'est? Comment je perçois ça? Oui. En fait, moi, je trouve que, j'allais dire il y a un postulat de base, mais non, en fait, c'est pas vrai, il y en a plein. Mais moi, je trouve qu'est-ce qu'on a appris beaucoup avec la parentalité bienveillante, c'est que l'enfant n'est pas un petit adulte. On pensait que l'enfant pensait comme nous, réagissait comme nous, mais c'est pas ça. Il faut vraiment suivre son développement, puis c'est un enfant. Donc, pour moi, ça, c'est très, très important de pas réfléchir comme nous, on réfléchit les adultes pensants, mais réfléchir comme un enfant, en fait, avec son développement, selon les différents défis qu'il y a. C'est un bon défi pour les parents quand même, parce que veut pas, nous, on est ici maintenant avec notre regard d'adulte, avec ce qu'on a appris, avec notre bagage d'expérience. Donc, c'est pas toujours évident de retourner à cet âge-là, parce qu'on n'a pas vraiment de souvenirs non plus. Ça prend un bon pas de recul, effectivement, sur les situations, pour les regarder autrement, en fait, pour changer nos lunettes. Ouais. Puis un autre point très important que je trouve dans la parentalité bienveillante, c'est la place qu'on accorde aux émotions. Oui. Elles prennent une très, très grande place. Donc, oui, on met des règles, oui, on a un cadre, mais on est aussi l'adulte qui accompagne l'enfant dans les émotions qu'il vit après avoir appliqué ce cadre-là, les règles. Ouais. Audrey, j'aimerais t'amener sur la consigne. Je ne sais pas chez vous s'il y a beaucoup de consignes. Moi, on m'a déjà dit, il ne faut jamais qu'une consigne, ça soit trop ouvert. Il faut que ce soit un postulat assez précis, quelque chose comme ça. Là, si on regarde, mettons, le développement moteur, si on donne des consignes très, très, très précises, est-ce qu'on peut tomber aussi dans la surprotection? Quelle pourrait être une bonne façon d'amener notre enfant à se développer, lui donner une certaine consigne, mais sans non plus être trop sévère? Oui, c'est une super bonne question. En fait, je pense que c'est beaucoup au niveau de l'adaptation de l'environnement. Puis on en a parlé dans la surprotection, quand on a un environnement qui est sécuritaire, premièrement, parce que c'est comme un des besoins de base, mais qui est aussi stimulant, qui amène l'enfant à développer certains intérêts, qui amène l'enfant à se mobiliser de lui-même. Bien, des fois, la consigne n'est pas nécessairement, on n'a pas besoin de le diriger vers une activité très précise où on peut le laisser explorer, expérimenter, puis tranquillement faire ses acquisitions au niveau motrice. Donc, je trouve que ce penchant-là est intéressant pour ne pas surstimuler non plus. Donc, on ne veut pas surprotéger, on ne veut pas surstimuler, mais on veut avoir un environnement qui est favorable pour encourager, accompagner le développement. Je comprends. Et Pénélope, selon toi, est-ce qu'il y a peut-être des astuces pour formuler de bonnes consignes pour amener l'enfant à avoir une motivation intrinsèque, là, que ça vienne de l'intérieur de lui et qui collabore avec le parent?
La motivation intrinsèque. Oui, c'est Ouais, évident. ça, c'est pas évident, surtout, Quand ils sont petits. surtout en bas âge, là, c'est ça. Mais ils vont le faire pour faire plaisir aux parents. Mais les astuces pour les consignes, là, tu sais, des fois, notre enfant a besoin d'accompagnement, beaucoup en bas âge. Puis c'est beaucoup aussi de nommer positivement qu'est-ce qui est attendu pour que notre enfant puisse bien comprendre. Au lieu de dire, exemple, cours pas, peux-tu marcher, s'il te plaît? Oui, c'est ça. On marche dans la maison, donc on nomme qu'est-ce qui est attendu du comportement pour que l'enfant puisse bien. Ça, c'est important, mais c'est difficile. Je ne sais pas si ça vient peut-être de notre éducation. Pour certains, c'est plus facile que d'autres, mais on dirait que ça sort tout seul. Cours pas, fais pas ça, fais pas. Mais on dirait que des fois, l'enfant, il fait fi du pas. Hein? Il entend juste courir. Il entend juste finalement ce qu'on veut pas qu'il fasse. Oui. Donc, j'aime bien l'idée de, si on le tourne positivement, mais au moins le mot, s'il pige qu'un seul mot dans la phrase, bien, marche. Bien, au moins, notre objectif va être atteint. Puis cette réflexion-là, bon, probablement, je ne suis pas neuropsychologue, mais parce qu'on le sait, nous, qui ne veut pas qu'il court, Mais non, c'est c'est ça qu'on a dans la tête, donc ça sort tout de suite immédiatement. Fait que ça nous prend encore quelques millisecondes pour être capable de le formuler autrement, de le changer, là. On parlait tantôt que dans la parentalité bienveillante, il y a discipline aussi. Là, on vient de parler de consignes. On va prendre un exemple très simple. Le matin, on doit s'habiller. Hein, pour aller à la garderie, aller à l'école, peu importe. Ça fait 5 fois qu'on demande « Peux-tu mettre ton manteau, s'il te plaît? »« Ah, irais-tu chercher ton manteau, s'il te plaît? » Là, après 5 fois, on est comme au bout des nerfs. Là, parce que là, il ne va pas chercher son fichu manteau, puis là, il est comme -5, puis on va être en retard, puis bon. Comment on peut amener ça? Comment on peut résoudre ça sans non plus le faire à sa place? Parce que, tu sais, le développement, s'habiller, mettre les vêtements, c'est quand même une phase, je trouve, importante. Puis si à chaque matin, on finit par y mettre le manteau parce qu'on est en ciboulette, puis là, c'est le temps de partir, puis qu'on est pressé, bien, on ne laisse pas la place à se développer. En même temps, on s'était prévu 15 minutes d'avance, mais ça fait 5 fois qu'on lui demande, puis il ne le fait pas. Comment on agit pour être bienveillant, mais pressé? Ça va ensemble, ça? Pas sûr tout le temps. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'accomplissement de la tâche complète versus de décortiquer la tâche en petites étapes aussi. Donc, tu sais, est-ce qu'on peut reconnaître si, par exemple, l'enfant sait qu'il doit mettre ses mitaines, sa tuque, son manteau, bien, s'il a déjà mis ses mitaines puis sa tuque, ben est-ce qu'on peut comme reconnaître qu'il a participé à la routine? Puis peut-être que ce matin-là, ben ça va finir que c'est moi qui vais lui mettre son manteau, mais on a reconnu finalement que dans la mesure de ce qu'il était capable de faire, il a fait 3 étapes sur 5. Donc, pour ce matin, on complète. Je ne sais pas ce qu'il va peut-être falloir travailler l'ordre d'habillage. Oui. Exemple. C'est que mettre son manteau avec une mitaine, c'est pas facile. C'est moins évident. Effectivement. Puis, en fait, c'est ça. Moi, je me demande, mais Guy, quand on répète 5 fois, ben, on était où puis on faisait quoi pendant ce temps-là? Puis notre enfant était où puis il faisait quoi? Ah, j'aime ça. On ne prend pas souvent ça en considération. S'il joue au Lego, il est en train d'écouter la télé, votre consigne, vous, aller au bout de la cuisine, ça ne marchera pas. Là. On n'est pas du tout intéressant là, par rapport à la construction de Lego, ça ne marche pas. Il faut voir ça en premier, qu'est-ce qu'on faisait. Puis, moi, ce que je trouve souvent, c'est que les parents, on a un plan dans notre tête. Ah, mais c'est clair là, qu'après le Lego, il y a ça, mais peut-être qu'on oublie de dire, par exemple. On oublie de dire son plan, puis lui aussi, il y en a un plan, notre enfant. C'est généralement pas le même que le nôtre. C'est pas le même. Non, c'est ça, c'est pas le même. C'est juste que nos plans, souvent, ben, ils ne fitent pas ensemble. C'est ça. Donc là, il faut lui partager notre plan. Fait qu'on peut lui annoncer d'avance qu'est-ce qui s'en vient, combien de temps il y a devant lui. Puis vraiment plus aller se connecter avec notre enfant avant d'y demander quelque chose. Donc, si on voit, par exemple, il restait quelques minutes, il est devant la télévision, mais au moins, si on veut lui parler, peut-être quoi, aller à côté, s'assurer au moins qu'il nous regarde, qu'il nous a entendus, qu'il nous a compris, parce que c'est vrai qu'à l'autre bout de la cuisine, là, on va aller mettre son manteau. Probablement qu'il n'a même pas entendu ou il n'était pas réellement concentré. Oui, c'est ça, tout à fait. Ou s'il est en train de faire une construction de bloc, on peut prendre quelques secondes que ça nous prend pour dire « Hé, tu as fait du beau travail ce matin dans ta construction », tu sais, reconnaître qu'est-ce qu'il est en train de faire, que c'est beau, qui fait preuve de persévérance puis d'effort. Puis après ça, on passe à notre consigne qui est d'aller mettre son manteau. Oui, c'est ça. Là, maintenant, c'est le temps. Comment arriver à avoir, tu sais, parfois discipline pour certains, ça rime aussi avec rigidité.
j'allais dire un cadre un peu épeurant, là, tu sais, là, les consignes, c'est ça, puis il faut suivre les consignes et tout ça. Est-ce qu'on peut dire que dans la parentalité bienveillante, oui, il y a de la discipline, mais il y a aussi beaucoup de souplesse quand même? Je dis pas par souplesse de laisser aller les consignes, mais de s'adapter au contexte. Quand on parlait tantôt du manteau, ben OK, il a peut-être pas mis son manteau, mais il a fait 2, 3 autres affaires. On va être souple pour ce matin, ça va être comme ça. Est-ce qu'on peut dire que la souplesse serait une clé? Mais je pense que la souplesse, la flexibilité en général dans notre vie de parents, c'est la clé de bien des affaires. Parce que ça prend une certaine fermeté bienveillante ou un certain cadre, effectivement, mais après ça, on peut voir comment on navigue tout ça comme parents aussi. Ben oui, tout à fait, parce que si si on est trop... Ben, si on a des valeurs qu'on doit suivre, en fait, qu'on suit en tant que famille, on a décidé que c'était ça. Mais nos valeurs, c'est ça qui détermine notre cadre, en fait. Puis à l'intérieur de tout ça, on peut naviguer. Un matin va être différent d'un autre, une journée va être différente d'une autre. Mais nos règles de base sont basées sur nos valeurs, puis ça demeure les mêmes. Toujours. Mais tu sais, qu'on s'habille, qu'on fasse la routine du matin dans tel ordre ou dans un autre ordre, il y a des enfants que ça ne dérangera pas, puis c'est pas grave. Puis ça, c'est faire preuve de flexibilité. Mais il finit quand même par s'habiller, donc on a atteint l'objectif. C'est ça, tout à fait. C'est pas si grave. Est-ce qu'on peut se dire qu'une bonne phrase à se répéter, et Mélanie Bilodeau en parlait d'ailleurs en chronique, est-ce que c'est si grave que ça? Hein? Est-ce qu'on devrait peut-être dire, on va y aller un petit pas à la fois, on a atteint notre objectif, mais pas toujours focusser sur quelque chose à très long terme? Bien, absolument. Puis pour ça, j'aime ça faire le parallèle avec le développement moteur de l'enfant aussi. Tu sais, on n'attendra pas d'un enfant qui marche avant de se tenir assis. Il y a une séquence, puis entre chacune des grandes étapes, donc que ce soit les retournements, la position assise, la marche, bien, il y a tout plein de micro-étapes, tout plein de petits pas pour nous amener vers là aussi. Donc, dans l'acquisition de nouveaux comportements ou quand on installe un cadre ou une certaine discipline bienveillante, bien, il y a aussi cette approche-là à petits pas avant de nous amener à un comportement attendu aussi. Ouais. Et là, je sais que c'est une question difficile, mais on parle de discipline, puis on dirait que moi, quand j'entends discipline, j'entends aussi retrait, punition, conséquences de comportement. C'est sûr qu'on veut que nos enfants comprennent l'impact des gestes qu'ils posent pour éventuellement qu'ils ne les posent plus. Là, je m'adresse peut-être à un bloc d'âge un peu plus vieux. Si on regarde, mettons, un 6-9, il arrive justement un conflit, peu importe. L'enfant a un geste de violence, par exemple, ou a vraiment un comportement inapproprié. Je sais pas, moi, il veut faire un trou dans le mur de la maison. Tu sais, des choses qui n'ont pas de sens. On le sait qu'on était habitués, puis là, les modes changent, la science évolue, les études évoluent aussi. Il y a quelques années, on parlait beaucoup du retrait. On va le mettre en retrait, on travaillait 1 minute avec l'âge. Là, on le sait que maintenant, on le privilégie moins. Mais en même temps, comment on intervient, comment on peut expliquer comment je peux dire, la gravité du geste s'il n'y a pas une certaine conséquence? Bien, en fait, il peut avoir une pause. Si, par exemple, l'enfant est vraiment submergé par ses émotions puis il a donné un coup de poing dans le mur, il a besoin d'une pause. Ça, c'est sûr et certain. Fait qu'on n'est pas dans un retrait punitif, mais dans une pause émotionnelle, de venir se décharger, qu'est-ce qui lui fait du bien dans ces moments-là pour venir se réguler. Fait que oui, ça se peut qu'il prenne un moment. Mais la discussion avec notre enfant qu'on va avoir par après, quand il va être disponible, va l'amener à beaucoup plus apprendre et comprendre autant son comportement à lui que le comportement de l'autre enfant que de le mettre en retrait punitif. T'sais, des fois, on dit, va réfléchir. Oui, Okay? mais c'est ça. Mais OK, mais pour réfléchir à cet âge-là, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'un adulte qui lui pose les questions pour faire émerger tout ça. Là. Comment tu t'es senti, comment l'autre s'est senti, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois. Il n'est pas avec ces solutions-là dans sa tête. Là. Non, c'est clair. Mais là, au niveau physique, là, disons que l'enfant est en crise, il nous écoute pas, il bat des pieds, il bat des mains, ça arrive des fois, là, les fameuses crises. Ben, là, je parle pas du bacon de 2 ans, mais même des fois plus vieux, là, ça peut arriver là, des fois qu'il y a vraiment des gestes physiques qui peuvent, à un moment donné, être dangereux pour les autres. Fait qu'on n'a pas le choix d'intervenir sans nécessairement parler d'un retrait punitif. Tu disais, est-ce qu'on pourrait amener ça sur, là, on va prendre une pause. Tu sais, je te demande quand même un peu de te retirer. Je veux dire, on peut pas non plus laisser ça aller en plein milieu du salon. Puis là, il y a quand même des risques pour les autres enfants. J'aimerais avoir les bons mots pour nommer ça, de dire, regarde, je pense qu'on va juste se retirer, le laisser descendre.
Et on revient, où est-ce qu'on l'accompagne? C'est là que je me demande comment agir. Mais en fait, des fois, on entend le coin gestion des émotions. Ah, OK. Un coin calme, les garderies, les milieux de garde, parfois même les classes là, au début du primaire en ont. Fait que c'est un endroit qui est sécure, où est-ce que l'enfant peut aller s'apaiser, justement, qui ne sera pas en retrait punitif. Puis, on va privilégier de l'accompagner. OK. Si l'enfant accepte. Des fois, on va l'accompagner, mais on va être très, très loin. Mais au moins, la présence de l'adulte va être là. Au moins, l'enfant n'est pas tout seul. C'est ça que j'allais dire. C'est pas comme, disons, va dans ta chambre, on ferme la porte, puis c'est comme. Tu reviendras quand tu seras plus fâché. C'est vrai, ça, on dit ça, des fois. Oui. Ah, on ne faut pas dire ça. Prends note. Non, mais des fois, c'est parce qu'ils sont tellement énervés. Oui. Comme, OK, là, tu reviendras tantôt quand tu seras plus fâché. Là, je peux plus. Parce que des fois, nous aussi, on peut plus. Là. Tout à fait. Mais c'est ça. Maintenant, dans ces moments-là, c'est tout à fait bien de prendre une pause. Okay. Parce que si on n'est pas plus disposé à l'accompagner, notre enfant, ça ne marchera pas. 2 cerveaux dérégulés, ça ne va pas apaiser personne. Ah, OK. Est-ce que nous, on a le droit de se déréguler aussi, même si nous sommes des adultes? On a le droit, tout à fait. OK, merci. Mais puis on va le faire, on va se déréguler, là. C'est tout à fait normal, là. Mais est-ce qu'on peut se dire, justement, que la bienveillance en soi, on peut l'appliquer sur nous à un moment où nos enfants, là, les consignes du matin, ça n'a pas fonctionné, le manteau était mis à l'envers, on est arrivé en retard, le boss nous est tombé sur la tête, là, on arrive à la maison, ils sont en train de chicaner, de juste faire comme, OK, j'en peux plus, je suis complètement pas sur mon axe, je prends un pas de recul. Si l'autre coparent est là, de dire, regarde, m'en aller prendre une pause 2 minutes. Tu sais, de nous-mêmes mettre en place ce qu'on met en place avec nos enfants. Ben oui, tout à fait. Oui. C'est la base. Puis je pense que ça devrait être la pierre angulaire de la parentalité bienveillante. Parce que si on ne l'est pas à l'égard de nous-mêmes, on n'y arrivera pas, en fait. Là. On va avoir des attentes très, très, très élevées envers nous. Et est-ce qu'on peut nommer ça à nos enfants? Regarde, maman est un peu impatiente. J'ai eu vraiment une grosse journée. Je vais aller prendre une pause 5 minutes et je vais revenir. Donc, de normaliser le fait que maman aussi ou papa aussi a le droit d'être comme complet. Là, en ce moment, là, la cour est pleine, n'en jetez plus. Je vais aller prendre juste une petite pause, sans nommer nécessairement se réguler, et je vais revenir. Ça peut aussi lui donner l'exemple qu'il n'est pas seul à vivre des moments comme ça. Tout à fait. Oui, ça normalise, puis ça offre un modèle d'expression des émotions. On nomme comment on se sent, puis ça donne aussi un exemple de régulation, de qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos stratégies, en fait, pour revenir dans un meilleur état émotionnel. Dans un meilleur état, puis de jouer avec plaisir et bienveillance aussi avec les autres. Mais justement, au niveau moteur, là, on veut que les enfants soient le plus bienveillant possible. Mais quand on parle justement de motricité fine, tout ça, des fois, on va avoir tendance à mettre des consignes. Fais pas ça. Ou, je sais pas, là, je prends l'exemple du crayon, de la peinture. Des fois, ça peut un peu déborder. Est-ce qu'il faut apprendre aussi à gérer nos attentes dans la parentalité? La journée où on n'a pas envie de peut-être nettoyer de la peinture jusqu'en dessous du tapis, on laisse faire. Effectivement, il faut encore une fois penser à son environnement, penser à est-ce qu'on est disposé à faire ça, puis on ramène encore une fois la flexibilité puis la souplesse. Est-ce que mon attente en ce moment, c'est que ça reste dans le cadre de sa feuille ou si j'accepte qu'il y a des bonnes chances que ça déborde à côté, tu sais. Fait que si je suis pas disposée émotionnellement, ben peut-être que c'est mieux de changer d'activité ou encore d'installer son environnement tout simplement pour que y ait une grande nappe au sol puis que si ça déborde, si ça s'en va à l'extérieur, ben il y en a pas de problème. Tu sais. Est-ce que c'est si grave que ça? Peut-être pas. Donc, il y a quelque chose dans l'aménagement de l'environnement, dans ce qu'on met à la disposition de l'enfant pour qu'il puisse faire ses acquisitions motrices, pour qu'il puisse développer finalement, mais dans un cadre qui nous permet chacun de gérer tout ça. Finalement. Ça me fait penser, Audrey, aux bacs sensoriels. Oui. Les bacs sensoriels de toutes sortes. Là. Par exemple, un enfant qui aime bien ouvrir le robinet de la salle de bain pour jouer dans l'eau. Puis là, on est fais pas ça, va pas là. Oui, non. tu vas mettre de l'eau partout. Oui, c'est ça. Fait que là, on intervient négativement. Mais en fait, l'enfant aime jouer dans l'eau. Mais de quelle façon on peut répondre à son besoin en aménageant l'environnement? Fait qu'on met une nappe par terre, on met une serviette, on met un bac d'eau. Fait que l'enfant, en fait, fait ce qu'il aime, là, puis nous, on arrête d'intervenir. Puis, oui, puis il est dans un cadre adapté, sécuritaire, et non pas sur un banc, sur le bout d'une orteil, à essayer de jouer dans le lavabo de la salle de bain, puis que là, t'arrives, tu te dis, oh, mon Dieu, il va tomber. On donne quand même des consignes, tu sais, oui, mais on en donne beaucoup moins, puis sont beaucoup moins négatives que si on était tout le temps dans l'intervention au lavabo. Là, ça m'amène justement à ça. On parle beaucoup de consignes, de discipline, mais
avez-vous l'impression, là, c'est vraiment une impression selon ce que vous vivez en clinique, mais qu'on a parfois comme parents trop de consignes? J'ai l'impression que des fois qu'on se lève, on donne une consigne mange, on a d'autres consignes s'habille, on a des consignes, on a beaucoup de consignes. Et avec un pas de recul, je me dis ça peut peut-être être lourd pour nos enfants des fois. Ben, je pense que c'est lourd. Mais je sais pas, là, si on essaie de se mettre à leur place à la journée longue, ils se font donner des consignes. Mais oui, des consignes chez nous, des consignes à la garderie ou à l'école, des consignes, c'est toujours des consignes. Oui, effectivement. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, on n'est pas dans leur petite tête. Eux, ils ont un plan de match de leur journée peut-être ou de la prochaine, du prochain 15 minutes. Puis, eux, c'est de jouer, de faire ce qu'ils ont envie de faire. Puis, nous, on a beaucoup, beaucoup de choses dans notre tête. Là. Vous avez parlé de la charge mentale, là, je pense, c'est ça. On a beaucoup, beaucoup de plans. On sait où est-ce qu'on s'en va. Fait qu'on on fait beaucoup, beaucoup de demandes. Des fois, peut-être trop. Effectivement, il faut peut-être réfléchir à, ben, c'est si grave que ça? Concentrer. De choisir, parce que ça fait beaucoup de demandes. Moi, je reviens encore avec l'environnement, mais je trouve que si on se fie à l'environnement puis on installe quelque chose de stimulant, d'encourageant pour les enfants, souvent, ça diminue aussi les consignes. Donc, si l'environnement est adapté pour que soit j'ai un petit banc pour qu'il puisse se laver les mains tout seul, puis que c'est inclus, intégré dans la routine. Par exemple, quand on travaille des exercices moteurs, bien, les escaliers, bien, à chaque fois qu'on va dans le quotidien... Les escaliers! Quand on va monter les escaliers pour aller à la chambre, quand on va redescendre le matin, donc ça fait une activité motrice qui est un exercice en soi, mais on a utilisé l'environnement de l'enfant, on a utilisé ce qu'on a à disposition dans le quotidien. La même chose si on veut utiliser des ciseaux. Donc, c'est de sans être tout le temps dans les consignes et de demander verbalement à l'enfant de faire quelque chose, mais de rendre accessible des éléments dans son environnement qui vont lui permettre de faire des tâches motrices, qui vont lui permettre d'utiliser les ciseaux. Si les ciseaux sont rangés dans le deuxième tiroir qu'on ne voit pas jamais, il n'ira pas les chercher. Puis, si on le demande, bien, c'est peut-être pas un intérêt pour lui, alors que si on installe l'environnement avec des feuilles, avec du gazon, avec des peu importe qu'est-ce qu'on a à disposition pour découper, bien, une fois qu'on se retrouve avec tout ça à disposition, bien, naturellement, il va y avoir des émergences, puis l'enfant va avoir beaucoup plus d'intérêt parce qu'on a réfléchi à son environnement stimulant aussi. Je trouve ça intéressant. Ça veut dire que dans le cadre, justement, du jeu libre, lui, il s'en va tout simplement dans la maison. Puis là, il voit quelque chose, ça le stimule aujourd'hui, il décide de jouer au lieu de « viens, on va faire l'activité de bricolage », par exemple, hyper encadrée, que nous, on peut trouver très lourde aussi parfois, qu'on n'a pas toujours envie d'organiser. Mais là, de rendre ça disponible dans l'environnement, ça demeure aussi son choix. C'est une très belle suggestion. J'aime beaucoup ça. Puis, tu sais, l'habillage du matin, quand ça devient compliqué, là, pour moi, la situation d'habillage en soi, c'est l'occasion de pratiquer l'équilibre sur un pied. Et si on a enfilé un bas, enfilé une patte de pantalon, enfilé les bottes, donc si c'est le chaos ce matin-là, bien, on peut voir avec une autre paire de lunettes, finalement, qu'on atteint d'autres objectifs au niveau moteur. Peut-être que comportemental, ce matin-là, ça ne marchait pas, tout à fait ça. Mais on va aller stimuler d'autres habiletés. Ouais, les bottes vont peut-être être à l'envers ce matin-là, mais au moins, garde, on va y aller. Et un truc ou astuce peut-être, mais on parlait de décharge émotionnelle tout à l'heure lors d'un conflit, entre autres. Si on se prépare un petit coin détente ou sécurisant qui n'est pas donc le coin punitif ou le coin de retrait, mais qui est plus un espace de pause, si on l'appelle comme ça. Moi, je sais quelque chose qui fonctionne bien chez nous, ce sont les animaux lourds de Manimo, entre autres. On dirait que ça amène l'enfant à se regrounder, à se ressaisir. Est-ce qu'il y a d'autres objets peut-être comme ça qui pourraient nous aider dans notre quotidien? Tu parlais d'aménager le lieu, mais au niveau émotionnel? Bien, ça dépend de chaque enfant, parce que les besoins peuvent être très différents en termes de régulation. Il y en a qui vont avoir besoin de bouger, il y en a que ça va être plus au niveau de la proprioception, il y en a qui vont manipuler, il y en a qui vont avoir besoin de jouer. Ça dépend vraiment, mais tous les objets à manipuler, ça peut être aidant. Les fameux pop-it, ça peut aider? Oui, c'est ça, tout à fait, ces choses-là. Des fois, de se concentrer sur un petit jeu ou une petite activité aussi, ça l'aide là, à s'auto-réguler, là, enfiler des trombones tout ensemble. Ça a l'air drôle, mais c'est ce genre de petits trucs-là qui aident à s'apaiser. Mais il y a des enfants qui vont pousser contre le mur, qui vont sauter. Ça dépend vraiment des besoins sensoriels. Ouais. Mais donc, ça pourrait peut-être être intéressant, si nous avons plusieurs enfants, de laisser quelques objets différents à disposition dans cet espace-là. Et selon son besoin, au moment où il va vouloir aller prendre une pause, puis il va peut-être même y aller des fois dans le jeu ou dans d'autres, pas toujours obligé d'être en situation de conflit non plus, pour juste aller se calmer s'il vient de vivre
une grande émotion ou vraiment une stimulation. Là. Oui, tout à fait. Alors, ce que je retiens, je pense, la souplesse, accueillir et adapter notre environnement pour permettre aux enfants d'avoir du plaisir et de ne pas toujours être dans la consigne et la supervision extrême de tout ce qu'ils font au quotidien. Merci beaucoup, mesdames. Bonjour Nancy, merci d'être là. Ça fait plaisir, ma chère. Aujourd'hui, je me suis dit, pour ce thème-là, je dois en discuter avec Nancy Doyon parce qu'on l'entend des fois, que ça glisse, bienveillance versus discipline, consigne. Pour bien des gens, c'est à l'opposé. On le sait que c'est pas ça, mais on dirait que dans notre quotidien, parfois, on peut avoir l'impression que c'est ça. Fait que j'aimerais t'entendre là-dessus. Je sais que pour toi, le leadership parental, c'est quelque chose de bien important. Donc, en quoi le fait d'avoir des consignes dans la maison, qui est de la discipline, ça ne vient pas en opposition avec la bienveillance? Mais non, parce que en fait, le concept de bienveillance, c'est vouloir le bien d'eux. Et, tu sais, enseigner à nos enfants à être capables d'intégrer, par exemple, les règles sociales, ce qui se fait, ce qui se fait pas, comprendre des interdits, ne serait-ce que pour leur sécurité physique, mais aussi leur sécurité affective, tolérer des frustrations, être capable d'attendre, être capable de faire ce qu'ils ont à faire, tu sais, parce que, bon, quand ils vont entrer à l'école, ben, ils vont avoir à respecter une routine le matin, partir à l'école même quand ça ne leur tente pas, faire certains travaux, même si ça leur déplaît. Tout ça, ben, il faut qu'ils soient capables de composer avec ça si on veut qu'ils soient confortables dans leur vie, leur vie d'enfant et leur vie d'adulte. Et pour ça, il faut qu'ils aient intégré certaines règles, une certaine discipline. Quand on parle de discipline, c'est parce qu'on confond un petit peu discipline, autorité, saine autorité et autoritarisme. Ah, ben je pense que c'est ça. Des fois, on a comme l'image un peu du bâton, puis de la punition, puis des fois même des sévices physiques qui pouvaient être, entre guillemets, acceptables dans le passé, puis on sait que maintenant, c'est plus le cas. Donc, effectivement, ça se peut qu'il y ait de la confusion, hein? C'est ça, fait que je pense que des fois, pour beaucoup de personnes, on veut s'éloigner de l'espèce d'éducation qu'on a eue où tout ce qu'il fallait qu'on fasse, c'était obéir aux adultes sans vous se péter. On veut s'éloigner de ça à juste titre, mais il ne faut pas aller dans l'excès inverse où on dit, ben là, il faut que l'enfant, on le laisse faire ce qu'il veut et qu'il ne vive jamais de frustration. Et vouloir le bien d'eux, ben, ça peut aussi inclure survivre à des frustrations, survivre à des inconforts. Puis il faut aussi avoir en tête, ben, je veux le bien de mon enfant ici, maintenant, mais parfois, il faut que je sacrifie son confort ici, maintenant, parce que je veux son bien à moyen et long terme. Et ça fait partie de la vie, hein? Veux pas comme adulte, on a une foule de contraintes, que ce soit par exemple dans notre travail ou même dans notre vie ou même les règles de vie en société, ce qui fait que comme parents, en encadrant aussi nos enfants, on les prépare à la vraie vie, ne serait-ce qu'à l'entrée à l'école, par exemple. Oui, tout à fait. Puis il faut que l'enfant comprenne que oui, ses besoins sont importants, mais ils ne sont pas toujours prioritaires. Et il faut qu'il apprenne progressivement, bien entendu, à être capable d'ajuster la réponse à ses besoins, mais aussi au respect des autres. Dans le fond, la parentalité positive et bienveillante, c'est tout simplement le désir d'éduquer, d'encadrer nos enfants, de les discipliner, mais en tout respect. Oui. C'est simplement d'être capable de voir comment on peut faire pour répondre à leurs besoins, mais aussi répondre aux nôtres. Mais l'idée est, on pourrait transformer ça par parentalité respectueuse, puis ça serait déjà quelque chose de pas pire. Effectivement, mais là, quand on arrive avec les fameuses consignes, des fois, on a l'impression, comme parents, on donne des consignes. On joue un peu à pète puis répète, ça finit plus, on répète, puis ça fonctionne pas nécessairement. Les enfants vont pas se plier nécessairement. Là, maintenant, on n'a plus de patience, on augmente le volume. Fait que je trouve qu'il y a toute l'idée aussi d'avoir une autorité légitime, que les enfants aient envie de nous suivre. Et je sais, tu nous martèles avec un thème, Nancy, puis je pense que là, dans ce contexte-ci, c'est bien que tu nous l'expliques de parents leaders. Comment on prend le leadership de notre famille pour que nos enfants aient
je dis pas 100% du temps, mais quand même envie de jouer dans la même équipe que nous autres puis de nous suivre là-dedans. Oui, tout à fait. Tu sais, moi, j'ai fait une formation en leadership d'entreprise et je me disais, tous les principes de leadership d'entreprise ou même de leadership politique s'appliquent à la famille. Tu sais, et c'est là aussi où c'est intéressant de faire la différence entre être un boss et être un leader. Ouais, c'est pas Le pareil. leader, ben non, c'est ça. Donc, si je suis un parent boss, ce que je veux, c'est que mon enfant m'obéisse au doigt et à l'œil. Puis c'est, écoute, argumente pas, rouspète pas, fais ce que je te dis, puis pose-toi pas de questions. Donc, ce que je vais faire, c'est, je risque de tomber vite dans les menaces. Je veux que ça marche rapidement. Je veux que l'enfant, il fasse ce que j'ai dit. Puis, tu sais, quand je suis un parent leader, ben, je vais voir l'éducation de l'enfant à un petit peu plus long terme. Et je comprends que l'enfant a le droit de faire des erreurs dans la mesure où il en assume le résultat. Et c'est là la notion d'inconfort. Ouais, c'est ça. L'inconfort est souvent après dans le fait d'assumer les conséquences de nos gestes. Exact. Quand je suis un parent leader, ben, tu sais, je dis entre autres tu sais, que le leadership, c'est un paquet de détails au quotidien qui vont faire que l'enfant va sentir que je suis son chef de meute, que je suis la personne qui est à l'avant et que ça lui donne envie de collaborer, mais il va se sentir aussi rassuré par rapport à la saine hiérarchie, je te dirais, Ouais. le sain lien d'autorité. Tu sais, par exemple, est-ce que moi, quand j'anime la routine du matin, c'est moi le leader? Est-ce que c'est moi qui est dans la locomotive et qui, bon, ben, par mon attitude de dynamisme, de légèreté, peut-être en faisant des blagues, mais aussi parfois en disant, OK, non, là, ça suffit, c'est ça et c'est tout. Est-ce que c'est moi qui drive la situation? Dans ma posture, dans mon regard, dans mon ton de voix. Bon, je dis à mon enfant de venir s'habiller, puis il ne vient pas. Est-ce que moi, comme leader, je vais le chercher, puis je lui dis, hey, tu t'en viens, mon grand, maintenant. Go, go, go. OK, viens, on vient s'habiller. Est-ce qu'on s'habille comme ci? Est-ce qu'on s'habille? Et donc, On peut amener des notions de jeu. C'est ça que j'aime dans ton approche oui, du leadership. C'est que, bon, oui, on a une saine autorité. À un moment donné, il est 8h moins 5, il faut y aller. Mais n'empêche qu'on peut rire, on peut y mettre du jeu, on peut y mettre quand même de la ça, folie. Mais il est 8h moins 5, on s'habille. Et non pas, ah ben, je vais attendre qu'on s'habillera quand tu seras prêt. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. exact. Puis, et sans non plus tomber immédiatement dans Hey, on s'habille, tu t'en viens et c'est tout. Ouais. Donc, tu sais, moi, je parle Sinon, beaucoup en leadership de l'humour, de la légèreté, du dynamisme, c'est de l'assurance. Est-ce que je dégage de l'assurance? Est-ce que j'ai l'air de savoir où est-ce que je m'en vais? C'est sûr ouais. que ça se peut que si mon enfant, il refuse carrément de venir s'habiller puis qu'il dit non, moi, je ne vais pas à la garderie ce matin, puis que quand je vais le chercher, il me donne un coup de pied, ça se peut que je fasse preuve d'un petit peu plus de fermeté puis que je lâche la légèreté, que je fasse Hey, oh, non, on ne frappe pas. Maintenant, tu viens t'habiller tout de suite. Ça se peut que je sorte un petit peu ma grosse voix, mais ça ne sera pas au quotidien, ça ne sera pas. À chaque Et je fois. vais éviter d'être tout le temps dans les critiques, dans les reproches, dans les mesures punitives, mais Ouais. je ne serai pas non plus tout le temps dans l'espèce de douceur excessive de Oh non, le maman n'aime pas ça quand tu donnes des tapes. Ah, on va faire ça, on fait des doux. Ça dépend. C'est sûr que si j'ai un enfant d'1 an, 2 ans, je vais peut-être prendre cette Eh voix-là. oui. Puis à 5, 6, ça se peut que je fasse Hey, hey, oh, mieux. Tu ne Oui, me bien, frappes pas. c'est ce que j'allais dire aussi, ça s'adapte à l'âge de nos enfants. Un parent qui nous écoute en ce moment et qui a des enfants de 2 ans, 3 ans versus du 8, 9 ans, on n'agit pas de la même façon. Les concepts sont les mêmes, mais dans l'application au quotidien, c'est pas toujours pareil. Puis ça m'amène justement à te parler parce que lorsque j'ai lu ton livre Parents responsabilisables, parce que l'autonomie, amener nos enfants vers la responsabilisation, prendre responsabilité, c'est pas toujours facile. Mais il y a un thème tu nous parles de la tolérance aux frustrations, les frustrations qui sont souvent extérieures. Puis je trouvais qu'une consigne, en général, c'était un peu une frustration qui arrive du parent, de l'école, de plein de façons. Fait que comment on peut aborder ça avec nos enfants, cette fameuse tolérance-là? Comment ça se développe? Parce que c'est pas le fun. Bien, je te dirais que dans le livre, justement, on le voit, l'étape avant d'être capable de tolérer des frustrations, c'est être capable de tolérer des délais. C'est ça. Donc, tu sais, l'enfant n'est pas capable d'apprendre à tolérer un non s'il n'a pas appris à tolérer un oui, mais tout à l'heure. Mmh. Euh,
Ça serait donc Mais la première étape, tu sais, parfois, par ben oui. exemple, je dis pas un besoin, mais on le sait, là, je sais pas, il veut son troisième verre de lait, puis on est complètement dans le jus, ben de dire, oui, chérie, maman t'a entendu, ça sera pas long. On patiente, Ah je termine ce que je fais, j'arrive. Pas une heure Ah oui, après. puis même, tu sais, dans les demandes d'attention, l'enfant veut un câlin, je suis en train de brasser les légumes à faire à manger. Ça se pourrait que je lui dise, ben non, pas tout de suite, mon loulou, tu vas en avoir un câlin, mais tantôt. Puis là, ben, c'est comme les premières frustrations que l'enfant va avoir à vivre. Et là, il fait comme, ben là, t'as vu qu'est-ce qui se passe? Mon parent me rejette. Ah, ben non, finalement, il ne me rejette pas. Je l'ai, mon câlin, un petit peu plus tard. Puis après ça, ben, je pense qu'un des pièges des parents, c'est de se dire, ben mon enfant, quand je lui fais vivre une frustration, je devrais trouver tellement les bons mots qu'il va toujours comprendre et se ranger à mon point de vue. Mais tu sais, c'est pas la job d'un enfant de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Si je lui dis, ben non, tu sais, il fait beau, mais tu sais, c'est le C'est l'heure du printemps, bain, c'est pas l'heure tu du rentres parce que vélo, demain, comme t'as les autres dans ben la oui, rue, c'est mettons. ça. Puis là, l'enfant, ça ne tente pas de rentrer. Je peux bien y expliquer pendant une demi-heure, mais ça serait quand même surprenant qu'il fasse zut de flûte. Je voulais vraiment continuer à jouer dehors, mais je comprends ton point de vue. Tu sais, je veux dire, c'est comme, ben, tu sais, J'avoue. non, ça se peut qu'ils ne comprennent pas, puis ça se peut qu'ils rentrent en bougonnant, puis tu sais, qu'en bout de ligne, ben, ils soient un peu frululus, mais tu sais, à un moment donné, ben, si j'accepte que mon enfant vive des petites frustrations au quotidien, puis que je l'accueille là-dedans, dans dire ouais, t'aurais aimé ça continuer à jouer, hein, je te comprends tellement. Le printemps, Caroline, on resterait dehors jusqu'à minuit. Tu sais, je l'ai On entendu, accueille je quand l'ai même. accueilli. Si mon enfant est vraiment tu sais, triste de ça parce que ses amis continuent à jouer, parce que les parents peut-être permettent un petit peu plus, je peux même y offrir du réconfort. Euh, mais ça se peut qu'ils ne comprennent pas ma consigne, ça se peut qu'ils ne comprennent pas mon interdit, ça se peut qu'ils n'adhèrent pas à ma façon de voir les choses. Tu sais. Puis même plus tard, je pense à mon adolescent à qui que j'ai obligé à Oh. nettoyer sa chambre le week-end dernier. Il ne comprend pas pourquoi je lui demande de passer le balai puis de faire les poussettages parce qu'il a 16 ans puis qu'il n'en a rien à cirer. Tu sais. Puis après ça, ben, je t'ai expliqué un peu, mais il n'était toujours pas d'accord. Mais c'est OK, mais même si tu n'es pas d'accord, tu vas devoir le faire quand même. Voici Je les suis règles de désolée, la maison. mais Ouais. c'est comme ça. Voilà. Tu sais, et donc, il faut lâcher prise là-dessus, puis se dire, ben, tu sais, la tolérance à la frustration, ben, ça s'apprend de la même façon qu'ils ont appris à marcher, avec de la pratique. Oui. Et du temps. Je Je vis pense que des c'est une frustrations. variable aussi que tu nommais tout à l'heure. Souvent, comme parents, on aimerait ça que ça fonctionne tout de suite pour Oui. éviter d'avoir à répéter. Et je le comprends, je le vis quotidiennement, mais c'est pas nécessairement comme ça. Et ça m'amène en terminant justement la question, si on ne se sent pas à l'aise dans notre propre leadership, si on n'a pas nécessairement une formule qui est identique avec notre conjoint, parce que fort probablement, étant des individus distincts, que la façon dont je vais exprimer mon leadership, celle dont mon coparent va l'exprimer, comment on fait un peu pour se mettre à la même page et j'allais dire persévérer dans le quotidien, parce qu'on ne se cachera pas, là. Des fois, on est brûlé, on a des grosses semaines, puis on l'a moins, là, cette espèce de flamme-là, d'être le leader de la maison parce qu'on est juste vidé. Tu sais, il faut se rappeler que les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, premièrement. Ils ont juste besoin, tu sais, j'aime bien la notion de just good enough parent. Ils ont besoin de parents potables, tu sais, qui sont pas si mal. Donc, c'est normal qu'il y ait des variations. Donc, on va être indulgent envers soi, premièrement. Deuxièmement, j'aime bien qu'on se rappelle qu'on a 18 ans pour élever un enfant. Puis on a 18 ans pour apprendre à devenir parent, peut-être plus si on a plusieurs enfants. Donc, nous aussi, on est en apprentissage. C'est une question d'entraînement. Plus je m'entraîne à être un leader, plus à un moment donné, ça devient facile, mais il y aura toujours des écueils. Ensuite, par rapport à la cohésion, ben, je pense que comme un leader d'entreprise va s'asseoir avec son équipe de façon régulière pour faire des mises à jour, puis dire, OK, c'est quoi nos objectifs pour le prochain trimestre? Qu'est-ce qu'on fait? OK, où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi la mission de l'entreprise? Tout ça. Bien, je pense que comme parent, il faut aussi faire des mises à jour en Ouais. couple et parfois en conseil de famille aussi, dire OK, bien, voici sur quoi on va travailler. Qu'est-ce qu'on priorise tu sais, comme intervention dans le prochain mois? Puis bon, ben garde, je sais pas, moi, Samuel, il sape en mangeant. Ben présentement, c'est pas notre priorité parce que notre priorité, c'est qu'il arrête de tapocher sa sœur. Ben là, tu sais, on se met ça comme priorité, on se Ouais. fait un plan de match, puis tout ça. Et comme un leader d'entreprise, si son entreprise va moins bien, si ça coince, il va aller chercher des ressources externes.
On Euh, va pas être gêné peut-être de demander de l'aide. Tu sais, c'est parce que je veux dire, normalement, on a comme l'impression qu'on devrait être des bons parents, que ça devrait tout être instinctif, puis que tout devrait bien aller. Mais si on a besoin d'aide, c'est normal, puis c'est pas un déshonneur, là. En fait, moi, je pense que tous les parents ont besoin d'aide, OK. au moins de temps à autre. Ben oui, Oui. on a tous des secteurs de notre leadership dans lesquels on est confortable, c'est facile, puis d'autres pour lesquels c'est plus difficile. Il y a des périodes, c'est plus facile. Bref, je pense que tous les parents, un jour ou l'autre, sont confrontés à une situation, une attitude, un comportement, une ambiance que tu dis, hein, c'est pas ça que je veux, j'essaie quelques affaires. Puis là, je pense que je manque de recul. Donc, tu sais, aller chercher quelqu'un qui va nous permettre d'avoir du recul, aller chercher des formations, aller chercher des lectures qui vont nous Prendre permettre la de... hauteur un peu, là. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Nancy. Ça passe toujours trop vite. Vraiment, je trouve qu'on a quand même abordé plusieurs aspects de la parentalité aujourd'hui et comme quoi la discipline, les consignes, ça rime avec la bienveillance. C'est vraiment dans notre leadership éducatif qu'on a à le mettre en place. Et je vais mettre sous l'épisode les liens pour tous les bouquins de Nancy, parce que tu en as de nombreux, mais Parents responsabilisants, qui est un de tes derniers. Là, je sais que tu en as un petit peu plus récent, Oui, mais oui, oui. un de tes derniers que j'aime beaucoup, qui pourra répondre à beaucoup de vos questions. Et même si vous avez des enfants aussi un petit peu plus vieux, s'ils sont jeunes, bien, vous êtes aussi bien de le lire tout de suite, ça pourra vous servir. Mais même pour des enfants plus vieux, je vous le dis, vous ne serez pas déçus. Et tu as toujours aussi ton programme Parents Leader. Donc, pour plus d'informations, vous pourrez aller sur ton site nancydoyon.com. Mais je vais mettre les détails sous l'épisode. Merci beaucoup d'avoir été avec Hey, nous. ça me fait plaisir. À la prochaine. Et voilà, c'est ce qui complète cet épisode. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, suggestions sur la page Facebook ou Instagram du balado à la hauteur de nos tout petits. Également, laissez-nous des pouces, des étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui nous permet de continuer à vous offrir ce contenu tout à fait gratuitement. Un merci particulier à Kaleido, le REI qui en fait toujours plus, qui propulse cette série. Merci à mes invités aujourd'hui, Nancy Doyon, coach familial, Pénélope Allen, psychoéducatrice, Audrey Sénéchal, physiothérapeute. Merci à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706 pour la musique et le montage. Je m'appelle Maggie Bélanger et j'ai vraiment beaucoup de plaisir chaque semaine parce que le but, c'est qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye!